Bonsoir. Il est à chaque fois sorti victorieux de toutes les campagnes haineuses et démobilisatrices qui ont été menées jusque-là contre lui et son action. Et au cours de ces dernières semaines, face à ceux qui s'acharnaient à lui jeter l'opprobre ou à lui prédire le pire, le président de la République, Paul Biya, a choisi de rester au-dessus de la mêlée, s'occupant à apporter les impulsions les plus décisives pour permettre aux Camerounais de retrouver leur harmonie et pour trouver des réponses les plus rapides et les plus pertinentes contre le virus du Covid-19 qui bouleverse le monde. Son credo ici est tout simple, ce n'est pas avec les discours que le Cameroun viendra à bout du coronavirus. Et c'est bien en cela que le plan de riposte national s'inscrit non pas dans une triviale duplication d'expériences empruntées à d'autres pays, mais plutôt dans une démarche de cohérence globale qui privilégie l'action vigoureuse à la jactance et à la théâtralité. Dans cette édition de votre magazine, nous faisons le point de la lutte sans merci que mène le Cameroun contre le Covid-19 et en même temps, nous allons revisiter l'abondante activité institutionnelle du président de la République au cours de ces derniers jours. Invité de l'émission, le docteur Madeleine Chuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui nous fera partager à bâton rompu le regard de la communauté scientifique nationale sur la pandémie du Covid-19 au centre de toutes les attentions. Mais comme je l'indiquais il y a tout juste quelques instants, commençons par revisiter les principaux actes pris par le président Biya, résolument aux commandes, au cours de ces derniers jours. Paul Biya, le chantre de la solidarité nationale et même internationale. Une assertion que les mots, mais également les faits disent à suffire. Le dernier acte en date du 31 mars 2020 avec la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour lutter contre le coronavirus, un microbe qui fait trembler le monde depuis décembre dernier. Un élan de solidarité impulsé par le président de la République. Attendu dans la cagnotte, une somme d'1 milliard de francs CFA. Un geste devant permettre de marquer la solidarité envers ses compatriotes. Un geste de solidarité de plus quand on sait que le 17 mars dernier, le chef de l'État s'était déjà adressé à ses compatriotes par voie de Twitter et Facebook pour dire vigilance tout en rappelant les enjeux et les conséquences qui pourraient en survenir. Voici les termes du président de la République. Chers compatriotes, écrit le président Paul Biya, le monde fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent. Elle va impacter nos comportements quotidiens et notre économie. Je vous invite à respecter scrupuleusement les prescriptions du gouvernement et de l'OMS. Ensemble, nous devons barrer la voie à la propagation du coronavirus. Je compte sur votre civisme et sur votre sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, Paul Biya en a, d'autant plus que toujours ce 17 mars 2020, le président de la République prescrivait une ordonnance de 13 mesures à suivre par les Camerounais. Des mesures qui influent sur le comportement de ses compatriotes et pour leur survie. L'exhaustivité de ces prescriptions était rendue publique par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Ces mesures vont de la fermeture des frontières et des établissements de formation à la suspension des missions à l'étranger pour des membres du gouvernement et autres hauts responsables des administrations publiques et parapubliques, en passant par la régulation dans le secteur des transports, la fermeture des bars et restaurants à 18h, sans oublier la restriction des regroupements publics à pas plus de 50 personnes. Le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés.
tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. Les débits de boissons, des restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. Des mesures que les Camerounais gagneraient à observer scrupuleusement pour leur survie et la vie de l'économie de leur pays. À bannir donc des comportements d'incivisme et d'irresponsabilité observés ces derniers temps de la part de certains Camerounais, y compris ceux de la diaspora, voyageurs, pourtant si promptes à donner des leçons. Hormis ces mesures, et en dehors de la sensibilisation quasi quotidienne que le chef de l'État fait à travers les réseaux sociaux, Paul Biya avait déjà permis le retour au pays de tout ressortissant camerounais bloqué à l'étranger et désireux de le faire dans ce contexte de terreur du Covid-19. Mais quelques semaines auparavant, le président de la République avait déjà manifesté sa sollicitude en faveur des Camerounais de Wuhan en Chine, genèse de cette pandémie. On se souvient alors que le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, avait ordonné une aide de 50 millions de francs CFA en leur faveur. Cette sollicitude présidentielle qui a traversé les frontières, non seulement pour la diaspora, mais aussi pour le bien des pays amis, ne concerne pas seulement la lutte contre le Covid-19. Les voisins du Cameroun peuvent eux aussi en témoigner. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour le privilège que vous nous accordez d'accepter de prendre part à cette édition de Présidence Actu. Vos prises de parole sont relativement rares et c'est en cela qu'elles sont précieuses. Et nous sommes impatients de vous écouter, Madame le ministre, pour avoir le regard que la communauté scientifique nationale jette sur cette pandémie qui bouleverse littéralement le monde. Déjà, Madame le ministre, quel regard vous jetez de façon générale sur la progression de la pandémie du Covid-19 au Cameroun et dans le monde? Je vous dis tout d'abord merci d'être venu chez nous, ici au ministère de la Recherche. C'est rare aussi que les journalistes s'intéressent autant au ministère de la Recherche. Donc, somme toute, ça n'a pas été une mauvaise chose pour nous. Nous accueillons ça avec beaucoup de responsabilité. Il faut vous dire d'abord que c'est un choc pour tout le monde. Un choc pour l'humanité, un choc pour l'Afrique et un choc pour le Cameroun. C'est une maladie en fait qui attaque les poumons. Mais ça a pris celui qui parmi nous avait les poumons d'acier. Je veux parler de Manu Dibango, qui était notre icône, qui était un grand frère qui nous a bercé toute notre enfance. Donc ça a été vraiment un avertissement trop sérieux pour les Camerounais. Ensuite, il y a aussi au niveau africain Pape Diouf, qui est également qui était une grande fierté pour le continent africain. Pour le continent africain. Ce qui veut dire que cette maladie a lancé à l'Afrique un avertissement beaucoup trop sérieux. Sans compter les chocs divers. Par exemple, vous savez très bien que M. Fosso Victor est mort. Il était un capitaine des industries connu mondialement. Toute l'Afrique le connaît, le Cameroun. Mais il était né quelque part. Il était né chez nous. Et nous sommes très choqués parce qu'on ne peut pas lui rendre l'hommage qu'il mérite sur le plan traditionnel. Il faut attendre que cette chose-là passe. Parce que vous vous imaginez, s'il n'y a pas plus de 50 personnes quelque part, comment peut-on faire le deuil de Papa Fosso Victor, dont la famille nucléaire dépasse forcément les 50 personnes? À côté de ça, dire le regard
vous voyez vous-même que c'est quelque chose qui a surpris même les grands pays. Vous voyez, les Américains sont surpris, les Français sont surpris, les Chinois sont surpris. Quand ça a commencé en Chine, beaucoup de Camerounais se sont dit non, non. C'est l'affaire des autres. C'est l'affaire des Blancs. Les Noirs, ça, c'est une petite grippe, etc., etc. Bon, ce qui fait que maintenant que c'est chez nous, avec un certain nombre de morts qui, des statistiques qui montent les morts sont là, au quotidien. Mais vous voyez que cette pandémie suit la courbe de Gauss. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes à la phase ascendante. Donc, tous les jours, ça risque d'être multiplié de façon exponentielle. Donc, ça ne fait que... Ça fait peur à la population, ça interroge tout le monde et ça interroge surtout le ministère de la Recherche. Nous allons revenir justement, ça me permet d'ailleurs d'embrayer, oui, sur les réajustements que l'évolution de cette pandémie, sa réalité dans notre pays aujourd'hui, a imposé dans l'organisation du travail au sein de votre département ministériel. Non, pour l'organisation du travail, nous suivons les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est-à-dire que quand vous entrez ici maintenant, là, vous avez les solutions hydroalcooliques, vous avez les masques. Les masques sont systématisés. Tout le personnel doit porter les masques. Nous travaillons beaucoup en vidéoconférence. Nous travaillons par WhatsApp. Nous utilisons tous les tics pour travailler. Et nous essayons aussi pour les réunions présentielles où nous sommes là. On ne les fait presque plus. Sinon, il faut être séparés à 1-2 mètres, une personne par table, une personne par banc. Et on essaie donc d'appliquer strictement les mesures gouvernementales. Mais en plus de ça, bon, ici au ministère de la Recherche, comme notre centre de développement technologique peut fabriquer les solutions hydroalcooliques, nous les avons fabriquées pour que dans tous les bureaux il y en ait. Et nous disons que j'ai imposé le port systématique des masques. Parce que même si certains doutent de ce que le masque peut faire, le masque au moins ne fait pas du mal. Et dans tous les pays où on a systématisé le masque, ça a un peu freiné. Il ne s'agit pas de masques chirurgicaux. Nous parlons des masques normaux. Et je voudrais donc demander que dans tous les quartiers, que les couturières se mettent à coudre avec les tissus tergal. À la limite, en doublant, on met un peu de coton. Et puis on peut les laver avec de l'eau de javel. Mais que tous les Camerounais portent les masques. Les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Corée, comme Taïwan, tout ça, on démontre que ça fait quand même une barrière certaine. Ça ne guérit pas la maladie, mais ça limite la transmission. Donc j'en appelle donc à tous mes frères, à tous mes compatriotes, que chacun puisse coudre les masques. On les vendrait à 200, 300. Et le peu d'argent qu'on aurait, on achèterait les masques chirurgicaux pour le corps médical. Je peux oublier, j'en profite vraiment pour saluer le corps médical et lui dire toute mon admiration aux médecins, aux personnels soignants, aux professionnels de la santé qui sont là actuellement de démontrer qu'ils sont nos héros actuellement parce qu'ils donnent leur vie pour sauver la vie des autres. Ils ont véritablement besoin de ce soutien-là, de cet accompagnement-là, le vôtre, qui vient à la suite de celui du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, qui était sur le terrain il y a 48 heures maintenant, sur le site du Centre national des urgences sanitaires, et avant cela sur d'autres sites au stade militaire et sur une ancienne surface commerciale, pour véritablement mieux cerner cette pandémie et anticiper sur les mesures à prendre pour confiner sa progression. On va regarder cela en image et puis on vous revient, Madame la Ministre. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce samedi 4 avril 2020, au Centre national des opérations des urgences sanitaires. Dépêché spécialement en cellule par le président de la République, Paul Biya, Ferdinand Ngongor vient féliciter le personnel qui travaille sur ce site, qui fait office de quartier général du dispositif de lutte contre le Covid-19. Pour ces hommes et femmes qui se relaient ici 24 heures sur 24, cette visite est un grand réconfort. Peu avant cela, Ferdinand Ngongor s'est rendu au stade militaire de Yaoundé, où devraient être installés 1 millier de lits pour accueillir les nouvelles personnes testées positives à ces virus qui bouleversent le monde.
À ses côtés, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana et le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Beya. Face à la montée en puissance de la pandémie, le gouvernement camerounais décide d'adapter son dispositif de riposte en conséquence. Ici, il est question d'anticiper pour ne pas se laisser surprendre par l'évolution de cette pandémie qui fait chaque jour de nouvelles victimes au Cameroun et dans le monde. La situation qui est suivie avec la plus grande attention par le chef de l'État en personne devrait conduire dans les prochains jours à une excroissance des centres d'accueil des malades et au renforcement du personnel médical et du plateau technique. L'arrêt effectué par la délégation conduite par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République au quartier Mvorumbi à Yaoundé sur les installations d'une ancienne grande surface commerciale participe de cette volonté gouvernementale de multiplier les structures de prise en charge des malades. Cette descente, faut-il le relever, intervient au lendemain de la création par le chef de l'État d'un fonds spécial de solidarité nationale crédité à sa mise en place d'un financement d'1 milliard de francs CFA. Elle intervient aussi à la suite d'un train de mesures édicté par le président Biya et qui vise toutes à maîtriser au plus vite la propagation du virus. Le président de la République le sait et le peuple camerounais dans son immense majorité l'a compris avec lui. Ce n'est pas avec les discours que le Cameroun viendra à bout de la pandémie du Covid-19, mais bien avec les actes et un suivi méthodique, loin de la politique spectacle qui semble être le credo de certains. Docteur Madeleine Chouente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, invité de cette édition de Présidence Actu. Madame le ministre, venons-en aux mesures prescrites par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement face à cette pandémie. Comment avez-vous accueilli ces différentes mesures? Après les mesures dictées par le président de la République et mises en œuvre par le premier ministre du gouvernement, chaque sectoriel, chaque ministre a pris en main. Et dans chaque ministère, nous sommes en train de travailler pour pouvoir combattre cette maladie qui était quand même une nouveauté, un choc. Mais je voudrais dire qu'en ce qui concerne la recherche, vous savez, la recherche n'est pas la prise en charge. Parce que la prise en charge immédiate, la prise en charge médicale, c'est en aval. Les médecins. Vous travaillez en amont. Oui. Je voulais vous dire que nous avions déjà fait beaucoup d'études par rapport au corona. Nous avons au moins 1200 sérums de corona dans notre sérothèque. Donc nous connaissons le coronavirus. Mais on ne connaissait pas le 19 qui est apparu en Chine et qui est très violent, très virulent. Et les scientifiques pensent que c'est parce que ce corona-là est passé de l'animal à l'homme. Et cet animal, à force d'étudier, on se rend compte que c'est notre chère chauve-souris. Oui, justement, vous avez fait une sortie il y a quelques jours sur les chauves-souris qui étaient incriminées donc comme étant vectrices probables de cette pandémie du Covid-19. Est-ce que vous pouvez préciser davantage votre pensée sur le sujet, Madame le ministre? Oui, on s'était très mal compris. Ou bien vous savez que de toute façon, on m'a envoyé pratiquement une fatwa. Mais en général, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Parce que tous les scientifiques du monde entier ont fait cette étude. Je ne disais pas que le corona actuellement au Cameroun, provient de la chauve-souris. Le corona actuel est importé. Le premier cas qui est entré au Cameroun, c'est un corona importé. Donc, il vient de Chine. De Chine d'abord et d'ailleurs des pays étrangers. C'est arrivé chez nous. Bon, nous n'allons pas stigmatiser nos compatriotes. Mais maintenant, les Chinois ont déjà donné le génome. C'est-à-dire que comme c'est un virus à ARN, mais il mute énormément. Donc à Paris, il a déjà muté et il va encore muter au Cameroun. Et nous allons étudier. Ce que je disais, actuellement nous avons, ce jour-là, on avait 500 personnes infectées. Sans compter les porteurs sains. Tous ces braves Camerounais qui sont arrivés de partout et qui n'ont pas le sens de la famille. Par exemple, quand vous êtes positif et que vous allez embrasser votre famille, vous fuyez la nuit pour aller... Je trouve que c'est irresponsable. On parlait justement de ces cas-là, parce qu'il n'était que 500. Et je disais que si le mutant, par une transmission interespèce,
Parce que nous, on fait la veille épidémiologique. Oui. Si le mutant passe dans la chauve-souris, ce sera l'hécatombe. Parce que nous avons 500 000 chauves-souris identifiées dans la ville de Yaoundé. Parce que peut-être vous avez vu les voir, nous les avons même attirés ici pour mieux les étudier. Quand nous avons besoin de les sérums, nous avons des pièges chez nous là. On les attrape. Des fois, on en attrape même 400 quand on a besoin de 400 sérums. Bon, c'est ça que j'ai dit. Mais vous savez que vous, les journalistes, des fois, ce qui est très important, des fois, c'est pas ce que nous avons dit. Bon, ça s'est transformé en des telles choses. Ben, je suis plutôt contente parce que ça veut dire que les Camerounais ont besoin que leurs chercheurs trouvent une solution à ce problème-ci. Ça veut dire que plus rien ne sera comme avant. Alors, avant les chauves-souris, oui, on a incriminé le pangolin. Oui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le pangolin est innocenté? C'était plus la rumeur. Hein. La rumeur, je voudrais dire ici que tout ce qui est commentaire des commentaires, rumeurs, tout ça, ce n'est pas la science. La science, c'est les faits. Oui. Les faits prouvés. Et les faits sont têtus. Si nous allons maintenant à l'IMPM, on prend les tubes, vous verrez des coronas dans les sérums des chauves-souris. Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'ils ont des grands marchés d'animaux sauvages. Donc, que celui-là ait mangé un pangolin qui a été infecté par la chauve-souris. Bon, les études ne sont pas tout à fait claires. Mais les études claires, si vous regardez dans tous les journaux scientifiques, à comité de lecture, on vous dira que les chauves-souris sont non seulement porteuses de corona, porteuses d'Ebola, porteuses de la fièvre de Marburg, porteuses d'un tas d'insanités. Et j'en profite quand même pour dire à mes frères que même si c'est culturel, il faut essayer d'abandonner cette affaire-là pendant un certain temps. En attendant qu'on cerne véritablement l'origine de... Oui, parce que la chauve-souris est comment? La chauve-souris est porteur sain. Parce que la chauve-souris développe très rapidement des anticorps. Anticorps antivirus. Donc, on peut dire que c'est la championne du monde des anticorps antivirus. Donc, la chauve-souris, bon, elle développe très rapidement, elle ne tombe jamais malade. Mais, quand elle est contrainte, parce qu'elles sont trop nombreuses, ou parce que l'homme l'a trop approché, il y a des déjections. Si vous regardez sur les bâtiments publics, vous verrez qu'il y a des déjections de chauves-souris. Or, dans ces déjections-là, si vous les prenez, vous trouverez qu'il y a des coronas, qui ne sont pas encore des coronas 19. Parce que le 19 est devenu très virulent parce qu'il est passé de l'animal à l'homme. Et c'est ce que nous devons éviter absolument dans la veille épidémiologique. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est ce que je voudrais prier les journalistes de transmettre. On ne dit pas que le corona actuel au Cameroun, c'est la chauve-souris qui l'a apporté. Mais on dit que la chauve-souris étant un porteur sain, si nous transmettons notre corona-19 à la chauve-souris, ça ne sera plus seulement une crise sanitaire, ça va être une hécatombe. Et nous demandons donc à nos populations de cesser pendant un certain temps de manger les chauves-souris, de manger les serpents, de manger tous ces reptiles, de manger les civets, parce qu'on ne sait jamais. Après le confinement de ces animaux, on peut les confiner aussi, envoyons-les dans leur forêt, ils seront très heureux. Après un certain temps, on peut revoir. Mais sur le plan, ce n'est que sur le plan culturel qu'il faut manger cet animal-là. Je ne sais pas si c'est meilleur que la viande de bœuf, mais on ne peut pas tuer toute une population parce qu'on aime manger son pangolin ou sa chauve-souris. Alors, Madame le ministre, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dans son tweet, au tout début de cette pandémie, appelé ses compatriotes, les Camerounais, à beaucoup de courage, beaucoup de civisme et un sens de responsabilité élevé. Est-ce que vous avez, à l'observation, le sentiment aujourd'hui que le président de la République a été écouté dans cet appel, dans cette exhortation? Vous savez, le président de la République, dans son rôle, il est le garant de notre santé. Il a bien fait de prescrire toutes ces mesures-là. Je pense qu'une partie des Camerounais suit les mesures. Par exemple, que ce soit les communautés religieuses, on ne va plus tellement à la mosquée pour prier, on ne va plus à l'église pour prier à plus de 5 ans. Les gens sont confinés chez eux, certaines personnes. Les écoles sont fermées, les universités sont fermées, tous les groupes
et toutes les communautés que nous connaissons au Cameroun sont en train de se battre. Même les tontines se font maintenant plutôt par virement, etc. etc. Mais vous connaissez les Camerounais. Vous savez qu'on est têtu, on est indiscipliné et des fois désordonné. Ça fait partie des Camerounais. Mais cette fois-ci, mes chers frères, je voudrais les prier de suivre à la lettre les prescriptions gouvernementales et les prescriptions de l'OMS. Parce que le virus là, si ça prend Manu Dibango en premier, qui a été taillé comme un bloc, ça veut dire que ça peut prendre tout le monde. Vous avez vu, après ça prend les ministres, ça prend les pousseurs, ça prend tout le monde. Donc nous devons changer. Même le personnel médical. Et c'est ça qui est dramatique. Si ça prend notre personnel médical, on est tous morts. Parce que qui va nous soigner? J'ai vraiment une pensée pieuse, surtout pour ceux des médecins qui sont morts. Mais je voudrais dire ici qu'il y a des habitudes des Camerounais qu'il faut absolument changer. Par exemple, se couper une bière, comme nous disons là. On coupe la bière, on donne à l'autre. Pendant cette période, c'est strictement interdit. Il ne faut plus s'embrasser n'importe comment. Il faut se saluer à distance. Et là, nous revenons à notre culture. Parce que quand j'étais petite, on ne s'embrassait pas à tout bout des champs. Ouais. Je sais qu'au village, on s'arrêtait, on saluait et effectivement, on discutait un peu. Maintenant, il ne faut plus se serrer la main. Il faut se laver avec le savon. Même ce qu'on appelle savon macabo. Ça peut très bien aller avec un peu d'eau. Il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Il faut que les petits-enfants restent à peu près à 2 mètres des grands-mères, etc. etc. C'est de la distanciation sociale. On va passer à nouveau en revue, Madame le ministre, les mesures édictées par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, dans cet élément que nous propose Laurentine Bokono. Réunion interministérielle en présentiel ou en visioconférence. Messieurs les membres du gouvernement, messieurs les représentants résidents, il m'est agréable de vous retrouver ce matin sur cette plateforme virtuelle. Avec le concours des partenaires au développement, PNUD, OMS, UNICEF, UNESCO, pour planifier, évaluer, rectifier, anticiper. Point de presse quotidien, conférences de presse périodiques, tweets, communiqués de presse pour rendre disponible la bonne information. Institution des cours à distance, du télétravail pour garantir la continuité du service public et sauver l'année scolaire et universitaire. Organisation des campagnes de testing à large spectre dans les grandes villes et en région, prise en charge des patients, renforcement et identification des structures d'accueil et des plateaux techniques pour un suivi soutenu des malades. La mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte au coronavirus sous la haute impulsion du chef de l'État, Paul Biya, est totale, effective et efficiente. Mais certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars 2020 dans le but de limiter l'expansion de ce virus dans notre pays ne sont malheureusement pas respectées par un très grand nombre de nos compatriotes. Il s'agit en particulier de la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 heures, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et de mototaxis, de la restriction des déplacements urbains et interurbains, de la régulation des flux de consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux, du respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'Organisation mondiale de la santé.
il convient de rappeler que le coronavirus se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. À cet égard, les personnes qui refusent d'observer ces mesures de restriction, sous quelque prétexte que ce soit, mettent en danger leur propre vie, celle d'autrui et de la nation tout entière. Les actes d'indiscipline, d'insouciance, voire d'inconscience qui ont été observés ces derniers jours contribuent fortement à l'expansion de cette épidémie dans notre pays. Rendu public le 17 mars 2020, les 13 mesures de restriction édictées ont été reconduites pour 15 jours supplémentaires, reconductibles en fonction de l'évolution de la pandémie. Tous les scénarios sont mis sur la table et dessinés sur le terrain pour parer à toute éventualité. Établissements hôteliers, logements sociaux, infrastructures sportives et espaces anciennement dédiés au commerce sont réquisitionnés pour la grande cause sanitaire devenue cause nationale. Depuis le lundi 6 avril 2020, a sonné la rentrée des cours à distance pour éviter une année blanche. Si la situation perdure, l'organisation des épreuves écrites se fera par vagues sur des sites plus nombreux et dans le respect strict des mesures de l'OMS et du gouvernement évoquées tantôt. Mon département ministériel reste ouvert et encourage la mise en œuvre des stratégies et d'initiatives en collaboration avec les principaux départements ministériels concernés pour la mise en place de solutions techniques et technologiques alternatives à la suspension des cours dans les établissements. Dès lundi prochain, nous puissions déjà avoir des cours qui sont donnés à travers la radiodiffusion et la télévision. Au grand mot de grand remède, un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 a été mis en place par le chef de l'État Paul Biya et abondé pour commencer à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Déjà afflux des contributions de toutes parts, selon nos informations, le compteur affiche une dizaine de contributeurs en numéraire ou en matériel pour environ 750 millions de francs CFA. La solidarité nationale est résolument au pas de charge. Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous sommes de retour sur ce plateau pour évoquer plus en profondeur les actions qui sont menées concrètement ici pour tenter de cerner cette pandémie du Covid-19 et y faire face. Vous savez, je ne vous apprends rien, le procès qui est fait habituellement à nos chercheurs, pas seulement camerounais, de chercher sans trouver. Quelles sont les actions menées ici pour véritablement tenter de cerner cette pandémie et pour y faire face, au-delà de ce qui a déjà été entrepris, pour essayer d'identifier les vecteurs, notamment les chauves-souris et le pangolin? Bon, je voudrais vous dire que le bras armé de la recherche dans ce domaine-là, c'est l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales avec un laboratoire P2, le CREMER, qui est le centre de recherche pour les maladies émergentes et réémergentes. Donc, vraiment, ça tombe dans ces missions. Ça veut dire que les missions de ce laboratoire, c'est de rechercher les maladies émergentes et réémergentes. Et je pense qu'en ce qui concerne Ebola, le sida, fièvre de Marburg, fièvre de Buruli, tout ça, les autres pays d'Afrique centrale sont venus ici pour utiliser notre expertise. Pour en savoir, madame la ministre. Plus pratiquement, comme je dis, nous avons notre laboratoire équipé non seulement pour faire le dépistage, mais aussi pour faire le diagnostic et la confirmation. Nous pouvons faire des dépistages massifs, ce que j'appelle des dépistages massifs ici, parce qu'avec certains tests, on peut arriver à 500 000 par semaine. Nous pouvons aller en campagne, parce qu'actuellement, nous avons
non seulement le personnel, parce que je pense que le chef de l'État avait demandé de recruter 1000 chercheurs. J'en ai déjà recruté 748, donc des jeunes chercheurs qui sont à l'INPM et ils sont très contents de servir leur pays. Donc c'est là-bas au Crémer qu'on est en train qu'on peut faire tous ces dépistages-là, et parce que nous avons non seulement le matériel, mais nous avons les infrastructures. Nous avons mis en place une task force. La task force va servir non seulement à l'élaboration, mais à la mise en œuvre et au suivi et l'évaluation de tout ce qui va se faire. Et aussi avec un think tank pour avoir une banque de données. Une banque de données pour suivre le virus et pour modéliser. Parce que pour la veille épidémiologique sur le plan de la recherche scientifique, vous ne pouvez pas faire des sorties scientifiques, j'ai fait ceci, j'ai fait, sans modéliser. Parce que tout ce que nous faisons en science, il faut d'abord qu'il y ait l'efficacité, l'innocuité, ensuite la standardisation. Si vous ne faites pas ça, vous prenez des méthodes qui sont de l'ordre du maraboutage, ça ne peut pas marcher. Cette action va aussi servir d'interface. Interface entre les sectoriels, mais aussi interface avec nos tradipraticiens. Ça, c'est un sujet dont il fallait parler. Qui nous intéresse justement. Oui. Quelles sont les relations que vous entretenez avec la médecine traditionnelle? Est-ce qu'on peut espérer quelques lueurs également qui viendraient de ce côté-là? Oui, nous les encadrons. Comme je vous ai dit, tous les produits que vous voyez là, ça vient de la médecine traditionnelle. Nous avons même gagné des prix sur le plan international avec le camis et la tabassine dans les forats internationaux. Ce sont des médicaments traditionnels améliorés. Nous les encadrons, mais souvent ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les amener à suivre la méthodologie scientifique. Ils veulent seulement vous dire que ça guérit telle chose, ça guérit telle chose. Nous, il faut qu'il y ait les dosages. Il faut que sur le plan scientifique, qu'il y ait justement la standardisation, que n'importe quel scientifique prenant la même quantité de produits doit trouver les mêmes résultats. C'est ça que nous avons avec les tradipraticiens. Mais nous sommes en train d'essayer tous ces produits-là par rapport au virus pour voir s'ils ont quand même une activité antivirale. On va les essayer de façon systématique. Systématique parce que j'ai appris, je vais les faire venir même ici cette semaine pour qu'on ait une réunion pour essayer de voir au plus pressé. Parce qu'on dit que quand on est en guerre, ce n'est plus comme avant. On va prendre ceux qui ont traité des gens et on prend le produit. On va tout de suite essayer de mettre le virus et voir ce que ça donne. Et je voulais aussi vous dire qu'à un moment donné, certains produits étaient tellement intéressants, comme le camiste, qui traite toutes les... Quand vous voyez au village, là, les enfants qui ont les dalles partout sur la tête, là, oui. Vous mettez une, deux fois, c'est fini. Alors nous, on voulait quand même domestiquer ces produits-là. L'État nous a acheté un terrain du côté de Como, oui. Et nous avons un jardin botanique là-bas, un jardin botanique qui fait surtout les plantes médicinales qu'on trouve dans notre pays. Vous savez, notre massif forestier, le deuxième au monde, il y a des choses dedans. Ici, là, tous les jours, je reçois des demandes d'autorisation de recherche des Japonais, beaucoup d'étrangers qui vont dans nos forêts. Donc, il y a quelque chose là-bas. Donc, la solution pourrait venir dans la lutte contre le coronavirus, elle pourrait venir de nos plantes aussi, Madame le ministre? Oui, ça peut venir de nos plantes, puisque dans certains cas, les Chinois ont essayé avec leur pharmacopée traditionnelle. Et ils ont eu des résultats. Il y a des gens qui nous ont dit, quand on mélange un peu le quinquina avec l'artémisia qui soigne aussi toujours la fièvre, et qu'on mélange aussi avec un peu d'interféron. Donc il faut un protocole médical après. Parce que nous, ce qu'on fait aussi, c'est l'appui à la santé publique. Tout ce que nous faisons, on fait un protocole et on envoie au ministre de la Santé en lui disant que au laboratoire in vitro, comme on dit, on a eu tel résultat. Mais vous pouvez avoir des résultats in vitro et ne pas les avoir dans les essais cliniques. Et que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas sur une personne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser. On regarde la différence entre l'efficacité et les effets secondaires. Si les effets secondaires, parce que nous avons utilisé
la nivaquine, par exemple, dans ce pays, presque nous tous, là, nous avons pris la nivaquine, puisque c'était un traitement préventif contre le palu. Mais à un moment donné, quand le palu a fait de la résistance, on a constaté donc que les effets secondaires dépassaient maintenant les vertus. Les vertus. Alors on a dit d'arrêter. On a dit d'arrêter parce qu'on pouvait avoir, en utilisant mal, bon, ce qui arrivait le plus souvent, il y avait les allergies. Ensuite, il y avait quelques petites maladies cardiovasculaires. Mais quand sur 100 personnes, et comme disait le ministre Colomb, quand vous vous noyez, vous vous accrochez sur le serpent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui disent que n'utilisons pas la chloroquine, n'utilisons pas l'azithromycine, qu'ils donnent autre chose. Si sur 100 malades, au lieu de perdre les 100 malades, vous guérissez 90, vous n'allez pas dire que non, il vaut mieux perdre tout le monde puisque 10 sont morts. C'est ça maintenant qu'on est en train de voir. Si tous les grands pays américains, français, et le professeur Raoul ne fait que l'infectiologie depuis plus de 20 ans. S'il le dit, c'est qu'il a de la réussite dans ce qu'il fait. Et c'est qu'il a vu que le rapport entre l'efficacité et les effets secondaires, c'est l'efficacité qui prime. Donc je voudrais dire que en cette période où nous sommes vraiment en guerre, même sur le plan scientifique, j'aimerais demander aux scientifiques de ne pas se faire la guerre inutile. L'unique guerre qu'on doit faire maintenant, c'est contre le coronavirus. Mais à cela, les scientifiques opposent le fait qu'il faut prendre le temps d'évaluer les produits qui sont présentés, les médicaments qui sont présentés de façon globale dans tous les aspects. On est en train de, quand on dit on est en train d'évaluer, je vous dis Parlant précisément de la chloroquine, il y a un débat qui est assez ardu sur le sujet. C'est comme je vous dis, s'il y a 100 personnes qui veulent mourir devant vous, la chloroquine peut guérir 90 et 10 vont mourir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous allons entrer maintenant dans les phases critiques en réanimation, il n'y aura plus rien. Il vous dit de soigner comme ça avant d'entrer en réanimation. Parce qu'en réa, il nous faut quoi? Il nous faut les respirateurs. Vous aurez les respirateurs. On a quelques respirateurs, mais tout ça, on commande. Mais ce que vous dites là, c'est votre opinion ou alors vous vous adossez aux recherches qui sont menées par la communauté scientifique nationale en ce qui concerne la chloroquine? Est-ce que le ministre de la Recherche donne son opinion? Le ministre de la Recherche donne l'opinion des scientifiques. Vous avez vu, même hier, si vous lisez les journaux internationaux, aux États-Unis ainsi qu'au Canada, on a démontré, parce que je parlais de la chauve-souris, les gens m'ont lancé un fatwa. Ils ont affirmé scientifiquement que c'est le réservoir naturel du corona. Et nous travaillons avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement français. Oui. Nous ne disons rien en l'air. On a au moins 1200 sérums. Bon, donc l'efficacité a été testée pour... Non. Vous voyez, ce n'est pas ça. Ça veut dire que pour démontrer que la chauve-souris est porteur sain. Pourquoi nous on faisait cette étude-là? C'est pour la veille épidémiologique, pour savoir qu'après Covid-19, il y aura peut-être Covid-20, Covid-25. Ça, c'est le rôle de la recherche. La recherche doit pouvoir chercher pour mettre à la disposition du gouvernement les résultats de la recherche pour le grand bien du plus grand nombre. Donc, vous pouvez aussi me dire que pourquoi est-ce qu'on a fait ces recherches-là avant? C'est parce que, comme je vous disais, que la chauve-souris étant championne des anticorps, nous on pensait à un moment donné extraire donc les anticorps de la chauve-souris pour traiter ces maladies-là. Et bon, les chercheurs sont en train de chercher. Mais nous sommes maintenant dans l'urgence. Ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes les dispositions pour que les mesures barrières, et ça aussi, c'est une mesure barrière. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument manger les chauves-souris. Ils peuvent manger autre chose. Sur le plan d'apport protéinique, je ne pense pas que c'est ça qu'il y a. Nous avons des grands éleveurs au Nord Cameroun. Dans notre pays, l'élevage, c'est quelque chose qui est très bien fait. Avec une grande diversité. Avec des grandes diversités. Donc on peut laisser, pour le moment, au moins les animaux sauvages tranquilles. Alors, Madame le ministre, pour être tout à fait complet sur le sujet en rapport avec la chloroquine, vous avez annoncé la capacité de vos
installations, de vos infrastructures à produire des quantités assez élevées de chloroquine. On voudrait être davantage rassuré sur ce volet-là. Nous pouvons produire 6 000 comprimés à la minute. À la minute. Parce que ce qu'on a montré l'autre jour, c'est la petite machine que nous utilisons au laboratoire pour fabriquer 200, et nous fabriquons quand même 200 comprimés à la minute. Je n'allais pas lancer le robot pour faire 6 000 à la minute. C'était une démonstration. Et c'est comme ça que nous étudions pour voir si le comprimé est bien fait, s'il est résistant, s'il a l'humidité. On fait tous les essais cliniques, tous les essais au laboratoire des comprimés. Parce que même ceux-là, donc ce n'était pas... C'était pour dire que nous l'avons déjà fait. On nous avait dit d'arrêter. Parce que. Mais maintenant que tout le monde commande les intrants au même endroit. Le monde entier se réveille et se trouve à genoux devant la Chine pour acheter les intrants. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France. Donc les Camerounais ne devraient avoir aucune honte à acheter les intrants. Les intrants, nous achetons les intrants, c'est mieux que d'acheter les comprimés. Parce que quand vous achetez les intrants, vous pouvez d'abord doser et voir si ce n'est pas un placebo ou même si ce n'est pas la farine de manioc. Parce que des gens compriment, marquent dessus, plaquenil, nivaqué, vous prenez ça, ne vous fait rien. Alors mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans l'urgence, on peut d'abord commander des comprimés pour commencer les premiers soins. Entre-temps, nous commençons à fabriquer. Et comme je disais, ça doit être un nouveau départ. Parce que c'est anormal que tous nos médicaments viennent de l'extérieur. Et donc, ça interpelle les chercheurs camerounais. Ce n'est pas les chercheurs qui doivent faire la production. Je voudrais vous dire ici, dans tous les pays du monde, le chercheur cherche et c'est d'autres gens qui font la production. Est-ce que vous mettez suffisamment à disposition les fruits de vos recherches au sein de votre département ministériel? Oui, nous essayons. Actuellement, par exemple, à l'heure où nous parlons là, il y a une émission qu'on appelle Innovation Star qui montre tous les résultats de la recherche et les gens, on essaie de jouer. Nous avons fait les GERSIC, les journées d'excellence scientifique. Et bon, quand il y a les GERSIC, on en parle 2-3 jours, après on arrête. Nous avons les journées portes ouvertes. Nous avons, je ne sais pas, notre site Facebook, on met tout là-dedans tous les jours. Mais mais ce n'est pas seulement au Cameroun. Les gens trouvent que c'est compliqué et des fois ils ne s'en occupent pas. Mais là où, par exemple, mais pour le cas des faits, vous travaillez avec le ministère de la Santé publique, par exemple, pour renouveler votre disponibilité à apporter, mettre à disposition les fruits de vos recherches. Le gouvernement travaille sur ensemble. Sur le Covid-19. Le gouvernement travaille ensemble. Ça va monter en puissance. Le ministre de la Santé, suivant les instructions du président de la République, a mis ensemble un certain nombre de choses au départ. Parce qu'on avait une personne infectée, 2 personnes infectées. Maintenant, on va serrer un peu plus. On va toujours serrer un peu plus. Je vais vous dire, nous avons par exemple des jeunes qui sont venus nous voir avec des drones. Avec ces drones-là, ils arrivent avec la caméra thermique. Oui, avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à voir à cartographier un quartier et on voit tous ceux qui ont la fièvre. Donc on peut aller directement prendre leur température. Évidemment, ça pose un problème éthique. Bon, jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore décidé ça parce que, pour le moment, prions Dieu que ça s'arrête à ce niveau-ci. Mais ce que nous voyons dans les autres pays, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser mourir tous les Camerounais parce qu'on veut sauver un petit nombre qui se comporte mal? Tous ceux qui sont malades, on devrait les confiner. Donc vous nous rassurez que la collaboration entre chercheurs institutionnels et chercheurs indépendants est fluide au sein de votre département ministériel et que les chercheurs indépendants vous apportent beaucoup? Oui, je vais même voir le professeur Famdongo pour que nous essayons de soutenir un jeune Camerounais qui, à l'université de Tchang, est en train de construire un respirateur artificiel. Il est à la dernière phase. Il arrive déjà à faire respirer in vitro. Donc maintenant, là, il faut que nous l'aidions. Nous collaborons, c'est-à-dire que actuellement, là, peut-être que
comme chacun est trop pris dans son secteur, et comme il y a de la distanciation, on se retrouve par vidéoconférence. Mais tout le monde travaille simplement pour que cette pandémie parte hors du Cameroun. Si je lance un appel ici, s'il y a justement un praticien qui pense qu'il a guéri 2, 3 personnes avec certains produits, contre même une grippe banale, il faut qu'il vienne nous trouver. Praticien différent de charlatans, évidemment. Les charlatans, nous les reconnaissons de très loin. Parce que nous voulons, quand vous apprenez un produit, nous faisons la taxonomie. On voit si vous nous amenez les herbes, on saura que c'est des herbes. On connaît les familles. Donc on identifie d'abord la plante, après les espèces. Et ensuite, nous faisons des extraits au laboratoire. Et avec ces extraits-là, nous avons des machines sophistiquées pour tracer même l'ADN de tout ce que vous nous apportez dans notre laboratoire P2. Et je pense qu'avec la crise, on aura le P3, c'est-à-dire très haute sécurité. Bon, si nous voyons qu'à la fin, après avoir fait les extraits, il ne reste rien, vous êtes forcément un charlatan. Mais il y a des tradis praticiens qui nous ont donné des produits. Nous avons fait des médicaments traditionnels améliorés qui ont gagné des prix au Salon international de Genève. Nous devons financer notre recherche, les innovations endogènes, parce qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec l'import-export. Voilà, sinon on avait basé tout sur l'import-export. Voilà, et le président a toujours dit, il faut produire ce que vous consommez et consommer ce que vous produisez. Ne serait-ce que pour ça, ceux qui vont essayer de produire pendant ce temps, il faut qu'on continue à consommer ce que nous produisons. Je voudrais dire ici qu'il faut que les Camerounais sachent que la recherche et l'innovation sont des critères d'émergence. C'est-à-dire qu'un pays qui ne peut pas fabriquer le nécessaire ne peut jamais prétendre devenir un pays émergent. Il faut que nous mettions ça dans notre tête. Et que les Camerounais cessent de toujours consommer et aimer. On va dire que bon, je suis Camerounaise, hein, ça veut dire que ce n'est pas une critique à l'endroit de qui que ce soit. Si nous ne faisons pas ça, le contrôle social au Cameroun est devenu très difficile parce que chacun veut faire de son côté, avec ce qu'on appelle la tolérance administrative. Nous avons vu que ça nous a permis de calmer certaines velléités, mais ça ne nous avance pas beaucoup, parce que les gens ont confondu ça avec l'anarchie. Mais je voudrais dire ici que la coopération internationale nous aide beaucoup, parce que voyant que nos chercheurs sont compétents, voyant qu'ils sont à la hauteur, les Américains nous aident, les Français nous aident, les Japonais nous aident, ça veut dire qu'ils financent directement les chercheurs. Les chercheurs qui montrent qu'ils ont la niaque, qui veulent en découdre. Oui. Donc, bon, nous espérons qu'après cette crise-ci, plus rien ne sera comme avant. Pas seulement pour la recherche, mais pour tous les Camerounais. Nous devons apprendre peut-être à nous aimer un peu plus, à être plus solidaires, parce que nous qui sommes nés avant l'indépendance, quand nous sommes arrivés en Europe à l'époque, on était comme des frères. On parlait le pidgin, donc on ne connaissait pas la tribu des uns des autres. Et on s'aimait. Les Camerounais étaient tellement fiers de leur pays que presque tout le monde a refusé les nationalités qu'on leur donnait. Alors qu'on leur a proposé, mais on a refusé. Aujourd'hui, les journalistes, vous pouvez jouer un rôle. La désinformation, le dénigrement, la destruction systématique, la haine, les ambitions démesurées, tout ça, je pense qu'on doit mettre tout ça maintenant à terre et combattre le virus. Vous avez évoqué, Madame le ministre, Manu Dibango, l'un des fils aînés de Cameroun et d'Afrique, dans le domaine musical et pas seulement. Le grand Manu qui est décédé il y a quelques jours,
qui a été inhumé dans des conditions que personne ne souhaitait, compte tenu de son aura, mais à qui le président de la République a rendu un hommage très appuyé. Nous allons revenir sur cette relation particulière entre l'artiste et l'exécutif au Cameroun. À Paris, sa terre française d'accueil, pays où il débarque pour la première fois en 1949, en Hexagone ou partout dans le monde, plus encore dans les 4 coins de son Cameroun natal, c'est une onde de choc qui parcourt la planète et prise de frisson à l'annonce du décès, le 24 mars 2020, d'une icône musicale planétaire, Manu Dibango, emporté à l'âge de 86 ans par la grande faucheuse qu'est le Covid-19. Manu a repris Elongui avec une grande chorale de Londres, en disque et en concert partout. Il allait jouer, il mettait Elongui, il disait à tout le monde que c'est bien, le compositeur c'est temps. Le grand Manu, c'est le grand. Il dit non, toi aussi tu es grand. Voilà l'humilité. Nous tous, on se reconnaissait à travers Manu Dibango, on se reconnaissait artiste à travers Manu Dibango. Panafricaniste bon teint, patriote assumé qui conserve son passeport camerounais jusqu'à sa mort, Manu Dibango était l'un des Camerounais les plus adulés et les plus respectés de la communauté camerounaise de France. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au rayonnement international du Cameroun et de sa culture, Manu Dibango a plusieurs fois fait partie des Camerounais reçus par le président de la République, comme ici en 2013, lors d'une visite officielle du chef de l'État Paul Biya en France. Ironie de l'histoire, au cours de la même visite, le président Biya accorde également une audience à Hervé Bourges, magnat de l'audiovisuel français, décédé le 23 février 2020, presque un mois jour pour jour avant Manu Dibango. Premier dirigeant de l'école supérieure internationale de journalisme de Yaoundé et CIJ, devenu ESTI puis ESTIC, c'est Hervé Bourges qui propose au célèbre saxophoniste camerounais d'animer sur France 3 l'émission Salut Manu, qui promeut la diversité musicale. En novembre 2008, Manu Dibango est témoin des hommages de l'UNESCO à Paris lors de la remise à Mme Chantal Biya du titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Titre remis par le directeur général de l'UNESCO, Koichiro Matsura. C'est également Koichiro Matsura qui, en 2004 déjà, nommait Manu Dibango ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. À l'ambassade du Cameroun, au 73 rue d'Auteuil à Paris, Manu Dibango est l'un des invités triés sur le volet et à qui Mme Chantal Biya dédicace l'ouvrage Chantal Biya, la passion de l'humanitaire. C'est en présence de l'auteur Béatrix Verhoeven. Ayant visité la fondation Chantal Biya, Manu Dibango était l'un des soutiens moraux actifs de l'œuvre humanitaire de la première dame camerounaise. Patriote, l'on n'a jamais entendu Manu Dibango dénigrer son pays, comme excelle une certaine diaspora. Bien au contraire, il en assurait la promotion grâce à ses chansons. Bienvenue, Welcome to Cameroun, faisant foi. Bien qu'appelé tardivement, Manu Dibango accepte de composer l'hymne officiel de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football de 1972 à Yaoundé. Le ministre des Arts et de la Culture salue l'œuvre immense de ce patriote dont la reconnaissance par la nation a été une articulation majeure dans le cadre des manifestations marquant l'entrée du Cameroun à l'an 2000. Ce héros au talent mémorable a honoré son pays pendant plus de 60 ans. Réagissant à son décès, le président Paul Biya rend un hommage appuyé à un artiste d'une dimension exceptionnelle. Paul Biya écrit « J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango.
Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité, souligne Paul Biya qui écrit à la famille du défunt et à la communauté Sawa. Pour Paul Biya, Manu, comme il l'aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès de son titre, Soul Makossa, qu'il conquit le monde et entra dans l'histoire. Fin de citation. Digne ambassadeur artistique du Cameroun, passerelle culturelle entre l'Afrique et le monde, Manu Dibango est un immortel. Sa musique est gage de son éternité. Merci Manu. Et en tant que pharmacienne, on va sortir par là, Madame le ministre. On n'a pas oublié que vous êtes pharmacienne de départ. Oui. Le gel hydroalcoolique est très sollicité. Quelle recette vous... Non, nous avons la recette, nous avons mis sur notre site, mais nous allons tout faire pour fabriquer aussi. Si c'est possible, fabriquer pour les hôpitaux, parce qu'il faut, dès que... Vous parlez au futur, là, Madame le ministre, mais l'urgence est... Mais nous les fabriquons. Mais ce que nous voulons, c'est que nous sommes prêts à fabriquer beaucoup plus, parce que nous fabriquons déjà pour le ministère, mais nous pouvons fabriquer pour les hôpitaux, nous pouvons fabriquer pour n'importe, mais pas pour vendre, parce que la recherche, ce n'est pas une structure pour vendre. La recherche est là pour venir en appui aux autres ministères sectoriels. Ça veut dire que nous pouvons fabriquer, mais c'est des spécimens. Pas des spécimens, nous pouvons fabriquer même des tonnes, mais pour donner aux hôpitaux. Pour donner aux hôpitaux, peut-être dans les lycées, tout ça dépend du chef du gouvernement. S'il nous demande de le faire pour les hôpitaux, on le fait. S'il nous demande de le faire pour les écoles, on le fait. Mais nous ne pouvons pas faire pour vendre. Parce que même la chloroquine et l'azithromycine, ce n'était pas pour vendre. Hein. C'était pour mettre à la disposition du ministre de la Santé, mettre à la disposition des soignants. Parce que les missions régaliennes du ministère de la Recherche, vous ne pouvez pas chercher et produire, ni chercher et vendre. La recherche, c'est autre chose. Je crois que vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que si on se met à produire, ben, qui va chercher? Ça va vous détourner de vos missions essentielles. Ça nous détourne de nos missions essentielles. Donc notre travail, c'est trouver des solutions aux problèmes posés par notre société. Merci, Dr Madeleine Chuente, ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, de nous avoir permis de vous avoir en exclusivité. On ne va pas bouder notre plaisir dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Bon vent à vos chercheurs et à vous-même dans cette lutte sans merci contre la pandémie du Covid-19. Et à nos téléspectateurs, nous demandons de rester connectés sur la CRTV, restez confinés sur la CRTV, rien ne vous arrivera. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Cette édition de votre magazine est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Retrouvons-nous dans 2 semaines.